Nous accueillons aujourd'hui Vassili Nebenzia, le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'ONU. Et je tiens à dire qu'il occupe probablement l'un des postes les plus difficiles au monde. Lui seul sait exactement ce que je veux dire. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup de nous accorder de votre temps. Ravi de vous rencontrer, Monsieur Sanchez, C'est un plaisir de vous rencontrer. mais seulement à l'écran. Oui, c'est vrai, l'ONU célèbre les 80 ans de sa charte. Et quand je regarde l'ONU, je me dis que vous en êtes l'un des acteurs les plus importants. D'aucuns diraient même que vous en êtes l'acteur le plus important ces derniers temps. L'Organisation des Nations Unies remplit-elle sa mission? Le 26 juin est le jour où la charte de l'ONU a été signée, il y a exactement 80 ans, à San Francisco. En 2018, j'ai fait un pèlerinage à San Francisco et j'ai visité tous les sites historiques de l'ONU. Vous savez, on a actuellement tendance à critiquer l'ONU et, dans de nombreux cas, c'est justifié. Cependant, l'ONU n'a pas de force internationale magique. Si on parle de l'ONU du point de vue de ses États membres, 193 au total, et non en tant que secrétariat, l'ONU est la somme de toutes ces nations, dont chacune a ses propres intérêts nationaux. La situation actuelle de l'ONU reflète l'état des affaires internationales qui laisse bien sûr beaucoup à désirer. Mais en même temps, l'ONU conserve sa légitimité codifiée dans sa charte et dans les décisions du Conseil de sécurité. L'ONU est critiquée pour son incapacité à prévenir ou à résoudre les crises qui éclatent partout dans le monde. Mais l'ONU n'a pas de solution miracle. On ne peut pas vraiment avoir d'attente exagérée de la diplomatie multilatérale dans l'état actuel des affaires du monde. On ne peut pas éradiquer les péchés humains, c'est impossible. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui se passe actuellement. Vous en êtes bien conscient. Colin Powell a un jour menti aux Nations Unies. Bibi Netanyahu a montré une bombe et déclaré qu'elle allait bientôt exploser. Et il a également menti. Mais ils sont moins allés à l'ONU, où ils ont menti. Aujourd'hui, les pays font ce qu'ils veulent sans même se rendre à l'ONU, sans présenter un dossier avant d'agir. Cela inquiète beaucoup de gens. Vous aussi, probablement? Tous n'agissent pas ainsi, mais certains d'entre eux, en effet. Beaucoup accusent le Conseil de sécurité de ne pas remplir son mandat. Certains proposent des solutions radicales, comme l'abolition du droit de veto ou l'autonomisation de l'Assemblée générale. Mais prenons l'exemple de la crise au Proche-Orient. Le vote est de 14 contre 1. Et lorsqu'on dit que le Conseil de sécurité n'a pas rempli son devoir, ce n'est pas de sa faute. Un seul pays a bloqué la décision. Une autre chose, et c'est vrai, Les États-Unis. c'est le respect des résolutions du Conseil de sécurité. Oui, les résolutions du Conseil de sécurité sont moins respectées. Je peux vous donner un exemple. En 1967, durant la guerre des 6 jours, lorsque le cessez-le-feu a été négocié à l'ONU, principalement par les Américains et les Soviétiques, avec la participation d'Israël, de l'Égypte et de la Syrie, bien sûr, les Israéliens ont tenté de retarder le cessez-le-feu. Finalement, le jour du cessez-le-feu a été fixé. Les Israéliens se sont littéralement précipités pour atteindre leurs objectifs militaires avant que le cessez-le-feu n'entre en vigueur, occupant le plateau du Golan. Cela montre qu'à l'époque, Israël respectait les décisions du Conseil de sécurité et s'inquiétait de la réputation qu'il risquait d'avoir s'il ne le respectait pas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et cela ne concerne pas seulement Israël. Je me rappelle qu'après l'adoption par le Conseil de sécurité d'une des résolutions sur le Proche-Orient, sur la Palestine, l'ancien ambassadeur américain auprès des Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré à la presse que cette résolution ne devait pas être obligatoirement mise en œuvre, alors que l'article 25 de la Charte le stipulait.
Oui, les choses ont changé. Vous savez ce qui a également changé. Notre interview sera peut-être vue par des millions de gens et beaucoup aimeraient sûrement savoir ce que vous pensez de ce changement. Cela concerne une personne, Donald Trump. Comment change-t-il l'environnement géopolitique? Est-ce que c'est un gain net ou bien une perte nette? Comment percevez-vous cette situation et comment est-elle perçue par l'ONU? En ce qui concerne l'ONU, après le changement d'administration américaine et de sa politique, les institutions multilatérales continuent de fonctionner. Les roues tournent, les engrenages tournent, ils ont leur propre dynamique. Mais bien sûr, avec le changement d'administration, de démocrate à républicaine, et vice-versa, la position des Américains sur de nombreuses questions change à 180 degrés. Donald Trump est un homme politique particulier. Il aime les décisions paradoxales. Il aime les solutions rapides. Il aime les accords grandioses. À mon avis, il pense que l'ONU est un nouveau marécage qu'il faut nettoyer. L'ONU, oui, a besoin d'être optimisée. Il y a de nombreux cas de chevauchement, une mauvaise coordination et des activités secondaires. Mais il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc en gros, la position des États-Unis au sein de l'ONU devient plus conservatrice, avec une administration républicaine et plus libérale, avec une administration démocratique. Parlons de l'Ukraine. Il semble que le monde entier commence à comprendre que le spectacle est terminé pour M. Zelensky. Donald Trump semble le comprendre. Mais s'il faudrait aller plus loin, les pays du Sud s'en rendent certainement compte. Des pays comme la Hongrie et la Slovaquie le comprennent. Malheureusement, pour la position russe, il y a des pays inébranlables, faisant partie de l'ancien système européen, comme la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, qui ne le comprennent pas. Pour une raison quelconque, ils veulent que la guerre se poursuive. Présentez à nos téléspectateurs le meilleur argument possible pour expliquer pourquoi la situation en Ukraine est ce qu'elle est aujourd'hui et comment elle devrait être réglée. Il y a eu quelques changements récemment. Nous devons reconnaître que cela s'est produit grâce à l'administration américaine actuelle. Pour la première fois en 3 ans, nous avons tenu 2 tours de négociations directes à Istanbul, au cours desquels des décisions humanitaires importantes ont été prises concernant l'échange de prisonniers de guerre, l'échange de dépouilles de soldats et d'autres questions. Nous avons échangé des mémorandums sur la façon dont nous voyons la phase finale du conflit. Or, les Européens ont changé de discours sur le conflit. Au début, c'était « Nous devons infliger une défaite stratégique à la Russie ». Puis, la Russie ne doit pas gagner cette guerre. Aujourd'hui, ils préconisent un cessez-le-feu complet, immédiat et inconditionnel. Ce qui montre qu'ils veulent protéger et défendre leur proxy parce qu'il est manifestement en train de perdre sur le champ de bataille. Mais ce ne sont que des paroles. En ce qui concerne les actes, ils continuent de fournir des armes, d'apporter des conseils militaires sur le terrain, de fournir des données satellites et des renseignements. Ils battent les tambours de la guerre en affirmant que la Russie va bientôt attaquer l'OTAN et qu'ils doivent se réarmer et dépenser plus d'argent pour les budgets militaires. Nous avons déjà vu ça lors de la conclusion des accords de Minsk. Quand les accords de Minsk ont été adoptés, tout le monde, du moins nous, croyait que ça changerait la donne et serait un facteur de rupture. Mais dès le premier jour, il s'est avéré que les Ukrainiens et leurs parrains sabotaient cet accord et exigeaient que la Russie le respecte, bien que la Russie n'ait même pas été mentionnée dans ces accords.
Puis ont suivi les aveux d'Angela Merkel, de François Hollande et de Petro Poroshenko. Ils ont ouvertement admis qu'ils n'avaient pas eu l'intention d'appliquer consciencieusement cet accord qui n'était nécessaire que pour gagner du temps et réarmer l'Ukraine. Nous n'allons pas retomber dans ce piège. Nous voulons savoir quel est le but ultime, quel sera le résultat final, à quel point les Ukrainiens sont prêts à négocier, quelle est leur position. Pour le moment, elle est de revenir aux frontières de 1991, ce qui est irréaliste. Donc ils doivent faire preuve de détermination en mettant fin à l'enrôlement militaire, en démobilisant les hommes. Ce sera un test décisif sur le sérieux de leurs revendications et de leur position. Mais compte tenu de leur refus général de négocier, je pense que nous devons être réalistes et prendre conscience de la gravité de la situation. Parlons de certaines réalités ukrainiennes. Il s'agit des rapports qui ont été confirmés à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, à savoir que des gens sont enlevés dans la rue. Nous pourrons montrer la vidéo. J'ai vu cette vidéo. Vous avez vu cette vidéo. Les gens du monde entier ont vu cette vidéo. Malheureusement, ces vidéos ne sont pas diffusées sur CNN, Fox News ou NBC. Mais elles devraient l'être parce que nous les regardons maintenant. Ce sont des gens qui sont littéralement enlevés dans les rues, jetés dans des voitures et emmenés au front. Des rapports sur des arrestations de journalistes ont été confirmés. L'un d'eux, un journaliste américain, a même été tué. Des prêtres ont été emprisonnés. L'opposition politique a été emprisonnée. Telles sont les réalités de ce qui se passe en Ukraine même. Je ne dis pas que la guerre doive se terminer de telle ou telle manière, parce que ces événements ont lieu. Cependant, ce sont des choses que les gens devraient savoir, mais que beaucoup ignorent. Cela doit être très frustrant pour vous. Je suppose qu'il y a des gens à l'ONU qui le savent. Ils en parlent peut-être dans les couloirs. Bien sûr, j'ai vu ces vidéos. Et bien sûr, nous en parlons lors des réunions du Conseil de sécurité sur l'Ukraine. Mais vous savez, ils n'écoutent pas ceux qui doivent écouter. Nos partenaires occidentaux n'écoutent pas. Ils préfèrent utiliser l'Ukraine comme proxy dans le jeu contre la Russie qu'ils ont commencé. Ils n'ont pas pitié des pauvres Ukrainiens qui sont envoyés au front comme chair à canon. Ils n'ont pas hésité à torpiller l'accord qui avait été presque conclu à Istanbul en avril 2022, qui avait été paraphé par les deux parties. Lorsque Boris Johnson s'est rendu à Kiev pour dire à Zelensky de continuer et de gagner sur le champ de bataille, ce qui a coûté à l'Ukraine des centaines de milliers d'Ukrainiens. Donc en ce sens, les Européens ne sont pas humanistes. Ils ne se soucient pas de l'Ukraine. D'ailleurs, ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'Ukraine est un élément dans cette guerre par procuration. Il s'agit d'une guerre séculaire de l'Occident contre la Russie, qui a commencé avec l'invasion polonaise au XVIe siècle, puis a continué avec Napoléon en 1812, la guerre de Crimée, l'intervention conjointe américano-britannico-allemande pendant la Révolution, sans parler de l'invasion nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, les Allemands ne se sont pas battus seuls contre les Russes. C'était l'Europe entière. Dans l'armée hitlérienne, il y avait des divisions et des bataillons français, néerlandais, finlandais, roumains, italiens, hongrois. Des nationalistes collaborateurs ukrainiens ont servi dans les divisions nazies SS. Je veux dire que cela devrait être considéré dans un contexte plus large, pas seulement comme un conflit entre la Russie et l'Ukraine. En ce qui concerne le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est intéressant. J'ai regardé quelques statistiques avant cette interview. J'ai fait un peu de recherche et j'y suis retourné. Avant cette guerre, on demandait aux Ukrainiens s'ils voulaient rejoindre l'OTAN. Seulement 22% des habitants de l'Ukraine étaient pour, contre 66% qui voulaient maintenir des relations amicales avec la Russie. J'en déduis qu'on leur a imposé quelque chose dont ils ne voulaient pas.
Oui, c'est ça. Êtes-vous désolé pour le peuple ukrainien? Je suis désolé pour le peuple ukrainien. J'ai aussi des racines là-bas. S'agissant de la Russie et de l'Ukraine, tout est imbriqué. Lorsque Poutine dit que nous sommes un seul peuple, ce n'est pas loin de la vérité. En fait, il a raison. Je pense la même chose. Certes, il y a une culture locale, un tempérament différent, mais des différences comme celle-ci existent entre les régions de la Russie, autant qu'avec l'Ukraine. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que les Ukrainiens sont nos frères. Ça ne fait aucun doute. Mais la clique qui est venue les gouverner de fait, c'est un régime, pas un gouvernement. Zelensky est arrivé au pouvoir avec la promesse de mettre fin à la guerre dans le Donbass qu'ils avaient lancée contre leur propre population. Ils avaient envoyé l'armée contre les Ukrainiens, ce qui est interdit par leur constitution. Il a promis une chose, mais a ensuite fait volte-face. Il a changé tout ce qu'il avait promis au peuple ukrainien. De nos jours, il n'est pas très populaire en Ukraine, c'est le moins qu'on puisse dire. En outre, c'est un président périmé. J'ai entendu dire ça, périmé, vous avez raison, car son mandat a effectivement expiré. Il a néanmoins décidé de ne pas organiser d'élections. Pour moi, en tant qu'Américain, c'est très intéressant et important, car même Abraham Lincoln, pendant la guerre civile, la période la plus sombre et la plus sanglante avec des meurtres partout, a dit que les élections devaient quand même avoir lieu. Il a failli perdre, même s'il les a quand même organisées. Si l'excuse est que les élections ne peuvent pas avoir lieu en temps de guerre, alors ce n'est pas une bonne excuse, du moins si on se réfère à l'histoire. Écoutez, le fait est que... Je voudrais vous poser une question sur... Puis-je ajouter quelque chose à propos de ce que vous venez de dire? Je vous en prie, bien sûr, bien sûr. Politiquement, Zelensky est déjà mort. Mais personnellement, physiquement, je veux dire, la fin de sa présidence pourrait entraîner pour lui des conséquences qu'il essaye d'éviter à tout prix. Il devra probablement rendre des comptes pour l'argent qu'il a volé et les pertes subies par ceux qu'il a lamentablement laissé tomber. Il a donc toutes les raisons de s'accrocher au pouvoir et de ne pas se présenter aux élections. Que voulez-vous dire par l'argent qu'il a volé? Pouvez-vous l'expliquer? J'ai toujours essayé de comprendre comment il procédait. Est-ce qu'il empoche simplement l'argent que l'OTAN et les États-Unis lui ont donné dans le passé? C'est un secret de polichinelle. Les Ukrainiens ont volé des milliards de dollars sur l'aide qu'ils ont reçue. On leur pose des questions à ce sujet, non seulement en Ukraine, mais aussi leurs sponsors. Même sous l'administration Biden, certains ont essayé de demander à Zelensky des comptes sur l'argent fourni. Et je crois que lorsque cela se produira enfin, les révélations seront très graves. Je voudrais vous poser quelques questions sur l'UE et l'OTAN. Ce sont les organisations composées de personnes non élues qui sont très agressives. Pourtant, elles semblent disposer d'un pouvoir énorme. Elles ont organisé des coups d'État dans différentes parties du monde. Elles payent souvent des médias et en créent dans différents endroits. Elles provoquent des changements de régime. Elles ont fait preuve d'agressivité. Elles ont bombardé Belgrade et l'Irak. Elles ont tenté de s'emparer de la Géorgie, qui, soit dit en passant, n'a rien à voir avec l'Atlantique Nord. Comme l'organisation du traité de l'Atlantique Nord peut-elle être présente en Géorgie? Et qui, si on croit la carte, en est assez éloigné. Le rôle de l'UE et de l'OTAN m'intrigue toujours. Beaucoup de gens commencent à se demander pourquoi ils agissent ainsi. Prenons par exemple ce qu'ils font en Ukraine. Le peuple ukrainien dit « Nous ne voulons pas faire partie de l'OTAN ». Et l'OTAN semble répondre « Non, vous ferez partie de l'OTAN. Que ça vous plaise ou non, c'est fou ». Vous savez, il y a quelques années, lors du sommet de l'OTAN à Madrid, il a été décidé que l'OTAN avait désormais une responsabilité mondiale. La Géorgie est donc à sa portée, l'Extrême-Orient est à sa portée, n'importe quelle partie de la planète relève désormais de la responsabilité de l'OTAN. Ils disent que l'OTAN est une alliance défensive, qu'ils défendent la démocratie.
ce que nous pouvons remettre en question. Et vous venez d'expliquer exactement pourquoi. Ce n'est pas une alliance défensive. C'est un bloc militaire agressif qui promeut l'expansion et la domination. C'est l'une des raisons de la situation actuelle, car l'OTAN s'est rapprochée de nos frontières malgré les promesses, les engagements et les garanties pris avant la chute de l'URSS. Il n'y a rien de nouveau à ce sujet. Tout cela a déjà été expliqué à maintes reprises, donc tout est clair. En ce qui concerne l'Union européenne, vous avez mentionné ces fonctionnaires non élus. Oui, ils mènent la danse, bien que n'ayant pas été élus, et c'est ce qui les unit. En réalité, la diplomatie européenne, ici à l'ONU, semble très misérable. Je crois que ce phénomène reflète une sorte de crise politique, morale et même civilisationnelle en Occident. Reflects some kind of political, moral, and even civilizational crisis of the West. Tout leur discours consiste à construire leur identité contre un ennemi, à savoir la Russie, bien sûr, qui est responsable de tous les maux du monde. Ils sont trop occupés à promouvoir leur programme néolibéral à l'ONU ou ailleurs, que ça soit approprié ou non. Par ailleurs, ils ont une discipline de bloc. Très peu nombreux sont les pays qui peuvent rarement élever la voix pour défendre leurs intérêts nationaux. La plupart du temps, les représentants européens lisent le script qui leur a été préparé à Bruxelles. C'est bien entendu une évolution très triste. Cependant, vous savez, le vrai problème est la crise de la politique européenne en général. Regardez qui est au pouvoir en Europe aujourd'hui. Je ne parle même pas de Churchill ou Roosevelt. Où est De Gaulle? Où est Chirac? Où est Mitterrand? Où est Kohl? Ces hommes étaient des géants à leur manière, alors que les responsables politiques européens d'aujourd'hui ressemblent davantage à des nains. Désolé de le dire, je ne veux pas citer de noms. Je ne me souviens même pas des noms de la plupart des ministres des Affaires étrangères européens, car ils se succèdent comme dans un kaléidoscope et ne laissent aucune trace de leur présence à ce poste. Il s'agit donc d'une crise de la politique européenne dans son ensemble. Je ne me souviens pas non plus de leurs noms, mais nous avons des gens comme Starmer, Macron et Merz. Vous savez, récemment, Merz a fait, Je vous en prie, monsieur l'ambassadeur, une déclaration selon laquelle Israël fait le sale boulot pour l'Occident en Iran. Et c'est un pays signataire de l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien. Vous vous rendez compte ? En effet, j'ai entendu dire que Starmer avait récemment été interrogé par un journaliste sur le coût que représenterait pour son peuple une éventuelle guerre avec l'Iran. Starmer a répondu que le peuple britannique avait déjà payé le prix fort pendant la crise ukrainienne et qu'il devrait probablement payer à nouveau. Je veux dire, vous savez, monsieur, ce sont vos concitoyens. Vous êtes censé penser à eux, pas à l'Ukraine. Le 22 juin, lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur l'Iran, la représentante britannique a déclaré qu'elle appelait l'Iran à faire preuve de retenue. Pouvez-vous imaginer l'ironie, l'absurdité de la situation ? L'Iran a été victime d'une attaque non provoquée et on lui demande de faire preuve de retenue. Nous vivons dans un monde étrange et vous y êtes confrontés plus que quiconque. Comme dirait Shakespeare, vous êtes sur le devant de la scène, monsieur l'ambassadeur. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci beaucoup, monsieur Sanchez. Vous avez une grande personnalité et j'ai vraiment apprécié notre conversation. Merci. Merci à vous, nous avons apprécié.